mucha presencia, comandante Che Guevara. Bien, nous vous invitons à regagner vos places. La troisième table ronde de cette journée va commencer. Donc après, vous avez vu, donc les deux premières tables rondes, c'était bon, un panorama en tout cas des services publics qui aujourd'hui sont quand même pas mal plombés. Et donc cette troisième table ronde va donner en tout cas des perspectives. Elle est intitulée « Vivons dignement demain dans nos luttes d'aujourd'hui, quelles exigences pour nos services publics ?» Donc voilà, donc il y a, nous allons inverser dans l'ordre d'ailleurs en fait qui était marqué sur le programme. Et donc Olivier, on va commencer donc par Olivier et Raphaël. Olivier étant le Sud, c'était 91. Donc Sud, c'était collectivité territoriale. Il va bien sûr nous parler des collectivités territoriales, adjoint technique en fonction publique territoriale, et Raphaël de la CGT Finances publiques, fonctionnaire des impôts, et qui vont nous parler surtout donc des rapports, en tout cas hiérarchiques, et la confrontation d'ailleurs entre les agents et la hiérarchie, et puis ensuite la notion de pouvoir et de gestion des services publics. Donc voilà, comme vous avez dit. Merci. Alors, pour être, je vais peut-être faire peut-être un peu introduction au suivant, je ne sais pas, mais je vais être un petit peu sur du théorique, puis après sur une expérience plutôt personnelle. Oui, c'est bon. Voilà. Donc en fait, le statut, moi je me suis pas mal intéressé au statut général des fonctionnaires. Alors on dit souvent statut de la fonction publique, en fait il faut savoir qu'avant tout il vise les personnes, donc c'est intéressant de souligner des fonctionnaires et pas de la fonction publique, qui vise plutôt l'institution. D'ailleurs il y a ce glissement sémantique dans le code général actuel qui dit de la fonction publique, alors que là auparavant on disait bien le statut général des fonctionnaires. Et en fait, ce statut, il a connu forcément plusieurs évolutions. Alors, avant la Seconde Guerre mondiale, on était marqué par une doctrine au sein de l'État qui était celle du fonctionnaire sujet. Donc, en fait, c'est Anicet Le Pors, le ministre de la fonction publique des années 80, qui fait une opposition entre fonctionnaire sujet et fonctionnaire citoyen. Il dit pour lui le sujet, donc c'est quelqu'un qui doit obéir à sa hiérarchie, quelles que soient les décisions qui sont adoptées. Il n'a pas vraiment de latitude, de marge d'appréciation dans l'exécution de son travail. Il y a une phrase de Michel Debré, qui était le premier ministre sous Charles de Gaulle, qui disait la chose suivante, le fonctionnaire est un homme de silence, il sert, il travaille et il se tait. Voilà, je pense qu'il n'y a pas plus clair pour exprimer, selon lui, la vision qui est celle du fonctionnaire. Et puis, on peut observer que souvent, dans le travail, on a cette expérience de travail vis-à-vis de nos hiérarchies. Voilà. À l'inverse, vous avez le fonctionnaire citoyen, qui est celui qui est un citoyen avant tout. C'est un peu monsieur et madame tout le monde. C'est un travailleur, c'est un usager du service public aussi. Et donc, il est, comme tout le monde, légitime de décider comment est-ce qu'on doit travailler, comment est-ce qu'on doit organiser les choses. Donc forcément, ça suppose une démocratisation de l'espace de travail, à la fois avec tous les travailleurs qui décident, mais aussi en incluant les usagers, forcément. Et donc, si je reprends un peu mon expérience personnelle, en fait, ça m'est arrivé, alors moi je travaille aux impôts, et puis en général, quand je contrôle des gens, parce que je fais du contrôle fiscal, en général, c'est des personnes qui ont quand même des revenus assez élevés, c'est la majorité du travail, mais ça m'est déjà arrivé d'arriver un matin, c'était génial, c'était le lendemain du Nouvel An, directement sur mon bureau, des dossiers où on disait, voilà, ici il y a des personnes qui gagnent moins de 20 000 € à l'année, voilà, qui ont eu des crédits d'impôt, c'est de la fraude, donc il faut récupérer les sommes, et puisque là on est, juridiquement parlant, sur une disproportion manifeste entre les revenus et les dépenses qui ont été déclarées, il va falloir appliquer une sanction pour manquement délibéré, c'est-à-dire qu'il va falloir récupérer les sommes et majorer le taux de 40%. Voilà. Et ensuite en envoyant des lettres intimidantes dans lesquelles on menace les contribuables de sanctions pénales, de poursuites pénales si jamais ils nous produisent des fausses factures, alors que d'habitude on ne le fait jamais quand on demande des renseignements auprès des usagers de manière générale dans le contrôle. Donc là, on sentait qu'il y avait un deux poids, deux mesures, il y avait un changement de ton,
je me suis dit, je ne suis pas là pour faire cette merde, hein, c'est dégueulasse. Donc, au début, j'ai manifesté mon opposition, et puis après, par la suite, je me suis dit, non, je vais agir autrement, je vais être un peu plus intelligent, je vais faire en sorte de récupérer ces dossiers-là, je vais les faire, parce que si je ne le fais pas, je vais être mis de côté, sanctionné, et il y aura des personnes qui vont faire le travail à ma place, le sale boulot. Donc là, je vais faire les choses, et je vais essayer de faire en sorte, dans la latitude du possible, la meilleure décision. Donc j'ai fait en sorte de ne pas appliquer cette sanction à ces personnes-là, et je me suis inspiré d'une certaine vision sociale, l'état de nécessité. Il existe juridiquement une notion qui est l'état de nécessité, c'est-à-dire que des personnes, combien même elles auraient sciemment fraudé l'impôt, elles l'ont fait parce qu'elles crevaient de faim. Voilà. Donc là, elles n'ont pas de toit au-dessus de leur tête, elles n'ont pas à manger, elles sont dans des situations qui sont extrêmement précaires et difficiles. Et donc là, j'ai dit, non, là, il y a un état de nécessité de la personne qui justifie qu'on n'applique pas cette sanction-là. On va peut-être récupérer l'impôt, ça va être impossible, quasiment, elles sont insolvables, mais en tout cas, je n'appliquerai pas cette sanction. Et ensuite, derrière, on fera en sorte d'avoir du gracieux envers cette personne dans le cadre de recours pour qu'elle puisse éventuellement être remise de ses pénalités. Alors forcément, moi, je suis quelqu'un qui, avec son petit coquillage, essaye de vider l'océan. Je suis un agent, c'est un acte de résistance individuelle, ça ne vaut pas grand-chose, et forcément, il faut se structurer pour faire gagner tout ça une dynamique collective. Hein, et c'est pour ça que là, je vais passer la parole à mon camarade Olivier, pour qu'il puisse essayer de nous parler un petit peu de ça. Bonjour, merci Raphaël. J'ai pas l'habitude de ce genre d'exercice comme ça en public, donc pardonnez-moi si des fois, voilà, je peux être des fois brutal dans les mots. Voilà, je suis de la classe ouvrière, je travaille en service technique. Donc, très simplement, pour revenir là-dessus, il y a des mots tout à l'heure, justement précédemment, Madame de Bruja, Monsieur Granja, Monsieur Bounier, qui ont employé quand même des termes, ça correspond carrément au sujet dont je voulais parler, c'est qui gère, qui sont les décideurs. Très bel exemple de la Sécu en gestion ouvrière. Voilà. Et je pense que c'est sur ces pistes de réflexion, enfin, c'est là-dessus qu'on devrait réfléchir, nous tous ensemble, sans corporatisme, parce que ça aussi je vais y revenir après, à se poser les questions qui doit gérer les services publics. Est-ce que ce sont, par exemple pour nous en collectivité territoriale, des élus qui sont là pour un intérêt un petit peu particulier, celui de se faire réélire au bout de 6 ans, qui ne sont pas du tout, contrairement à nous, les agents, voire même les administrés, sur le temps long, donc sur l'intérêt général. Et donc je pense que ça, c'est une chose sur laquelle nous, on doit tous réfléchir et sur laquelle on doit œuvrer et revenir sur nos bases, qui est l'éducation populaire auprès des agents et de la population, pour en refaire des citoyens à nouveau. Donc c'est vraiment poser cette notion de pouvoir. Voilà. Qui doit décider? Qui doit avoir la main sur les budgets? Voilà. Est-ce qu'on choisit de prendre un nouveau 4x4 pour le maire, ou est-ce qu'on va faire les travaux de réfection dans une crèche et embaucher du personnel? Et ainsi de suite. Voilà. Aucun citoyen n'a l'œil ou la main sur le budget. On n'a rien du tout. Et rapidement sur le corporatisme, je pense qu'aujourd'hui il faut qu'on sorte des corporatismes. Ouais, moi je suis dans la fonction publique territoriale, mais bon, que ce soit un agent hospitalier, que ce soit quelqu'un de l'éducation nationale, que ce soit de la justice, que ce soit un ouvrier de la sidérurgie, un gars dans les transports, que ce soit à Carrefour, le caissier, la caissière, pour moi on est tous des ouvriers. Tous des ouvriers. Et je dirais que sur le terrain, moi, il y a une phrase, une fois d'un agent qui m'a vraiment tiqué, lorsqu'on essayait de mobiliser pour des actions. Il a dit, mais vous, là, à la base, les syndicats, vous êtes là pour défendre l'ouvrier, ses intérêts, nos conditions de travail. Ouais, c'est ça, on est là pour ça. Mais alors pourquoi vous êtes autant comme ça sur le terrain, chacun à vous battre pour votre petite chapelle? Je dis, ah, merde, c'est vrai, là je peux rien lui répondre, malheureusement. Alors bon, hormis certains syndicats que je considère comme patronaux, je ne vais pas les citer ici, hein, CFTC, CFDT, FO, j'avais juré de ne pas les dire, pardon, voilà, et d'autres, hein, voilà. Non, je pense qu'il faut vraiment qu'on réfléchisse vraiment là-dessus et qu'on revienne à nos bases. À la base, nous sommes politiques, pas des politiciens, contrairement à nos patrons. Ceux-là, il faudrait les dégager. Et il faut qu'on reprenne la main là-dessus. Donc voilà, il faut qu'on redevienne politique, il faut qu'on fasse de l'éducation populaire. Moi, je ne vois que ça aujourd'hui. Et vraiment, là, à la base, pour moi, qu'on sorte tous de nos corporatismes. Il y en a marre d'une manifestation le 13 pour le socio-médical,
pour le 14 pour l'éducation nationale, le 15 ça va être pour les transports, le 16, quand est-ce qu'on se réunit tous ensemble, minimum une fois par mois, on réunit tout, public, privé, et on y va, on les déchire. Non, réellement, qu'on leur montre qu'on est tous ensemble. Merci, maintenant, on va donner la parole à Isaac Lauréat, qui est avocat au barreau d'Essonne et qui est également membre du syndicat des avocats de France. En particulier, je crois qu'il va aborder, donc, en tout cas, les écarts entre ce que devraient être les services publics et les moyens qui sont mobilisés aujourd'hui, et notamment en matière non seulement de sécurité, mais également de santé et d'éducation. Voilà. Merci. Merci. Alors, je vais essayer de faire assez digeste, mais l'essentiel, c'est surtout de dire un petit peu ce qui a été vu sur les interventions précédentes. Il faut peut-être essayer d'aller de plus en plus à l'essentiel, parce que quel que soit le domaine de services publics, de biens publics, je dirais plus généralement, dans lequel on a effectivement eu ces dernières années un empilement normatif qui fait que parfois on perd de vue l'essentiel. Et on perd de vue l'essentiel, et notamment on perd de vue le fait que la plupart des services publics en France, et ce n'est pas forcément le cas de tous les pays, peuvent se revendiquer quasiment de droits fondamentaux qui sont inscrits dans la Constitution, que ce soit le droit à l'éducation. Alors, je vous ai fait une petite liste comme ça, un petit inventaire à la Prévert, parce que je reste juriste, mais l'idée c'est qu'en réalité, si vous prenez le temps de parcourir le préambule de la Constitution actuelle, et notamment le préambule de 46, donc tous les droits sociaux hérités de la Seconde Guerre mondiale, enfin postérieure à la Seconde Guerre mondiale, ou si vous regardez les textes de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen des Lumières, en fait, du héritier de la Révolution française, vous vous rendrez compte que finalement, tout ce dont on parle, tous les services publics dont on parle, sont assis sur des droits fondamentaux, et que par conséquent, il n'y a aucun scrupule et aucune gêne à avoir à se battre pour qu'ils soient vivants, pour qu'ils soient, et qu'ils ne soient pas justement privatisés par couches successives. On a parlé de délégation de services publics, on aurait pu parler aussi de la requalification, enfin de la naissance progressive de services publics industriels et commerciaux. C'est une technique juridique qui vise à finalement commercialiser, marchandiser des biens qui, avant cela, pouvaient être considérés comme non marchands, donc administratifs. Donc il faut régulièrement, soit dans le cadre de journées justement comme ça, et d'interpellation du public, les renvoyer au fait que les fonctionnaires, les agents publics et le service public, ce sont vraiment des serviteurs des droits fondamentaux. Alors, par exemple, pour ce qui est du droit à la santé physique et psychique et à la vie personnelle et familiale, on a dans le préambule de 46 un alinéa 10 qui dit que la nation assure à l'individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement. Alinéa 11, elle garantit à tous, notamment à l'enfant, à la mère, aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs. Tout être humain, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de sa situation économique, qui se trouve dans l'incapacité de travailler, a le droit d'obtenir de la collectivité les moyens convenables d'existence. Et on peut encore vous citer, par exemple, le droit à la sécurité, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Donc tout ça, c'est notre droit constitutionnel, qui prévoit dans son article 2 le but de toute association politique et la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression. Je peux encore vous citer, par exemple, pour le droit à un environnement sain, l'article 25 de la Déclaration universelle des droits de l'homme qui a été ratifié par la France. Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l'alimentation, l'habillement, le logement,
les soins médicaux ainsi que les services sociaux nécessaires. Elle a droit à la sécurité en cas de chômage, de maladie, d'invalidité, de veuvage. Et j'en terminerai par un droit qui est le droit à l'éducation et à la formation qu'on a évoqué plusieurs fois. Préambule de la Constitution de 1946, donc on ne peut pas faire plus français. Article 13, la nation garantit l'égal accès de l'enfant et de l'adulte à l'instruction, à la formation professionnelle et à la culture. L'organisation de l'enseignement public, gratuit et laïque, à tous les degrés, est un devoir de l'État. Et c'est le texte lui-même qui le dit, un devoir de l'État. J'entends par là que quand on a, dans la plupart des contentieux, on a différents dispositifs qui, malgré l'empilement législatif ou réglementaire, permettent de revenir à l'essentiel. Alors, on a notamment la question prioritaire de constitutionnalité, on a un certain nombre d'exceptions de violations de normes fondamentales qui peuvent être mobilisées et sur lesquelles souvent on ne mobilise pas pour deux raisons. La première raison, c'est que le procès, et donc l'avocat, si je puis dire, expert dans le procès, est tributaire d'un premier acteur qui est le justiciable. Et donc, pour qu'il y ait procès, il faut qu'il y ait un justiciable, soit qu'il s'agisse d'un usager ou d'un agent public ou d'un collaborateur du service public, soit qu'il s'agisse d'une personne morale, d'un syndicat par exemple, ou d'une association d'usagers, ou d'une association de fonctionnaires ou de collaborateurs. Et là-dessus, on est parfois en panne, c'est-à-dire qu'on n'a pas toujours l'usager, parce que, en fait, l'histoire d'une victime d'un matraquage, si je puis dire, de mauvais management pour ce qui est de l'agent public, ou d'un mauvais traitement en tant qu'usager du service public, par exemple, de parents d'enfants handicapés qui n'arrivent pas à scolariser correctement leur enfant, ou même d'enfants qui, sans être handicapés, présentent des particularités, puisqu'on est dans une société technologique qui a produit de plus en plus d'enfants avec des déficits d'attention, et qu'au lieu finalement de les traiter, ces enfants, on a tendance de plus en plus à les stigmatiser, à les balader de procédure disciplinaire en procédure disciplinaire d'un établissement à l'autre. Et souvent, finalement, les malchanceux, les victimes d'une sorte de matraquage institutionnel renoncent. Et peut-être que l'un des premiers axes syndical et de défense du service public peut être également de soutenir les sinistrés, un peu dans le même sens que d'éviter les chapelles. Hein. C'est vraiment de dire, il y a une victime dans notre établissement, ne la laissons pas seule dans son sort. Et là-dessus, on a un deuxième levier qui justement est en panne en France, c'est les actions de groupe qui ont été mises en place depuis 2016 et qui peinent à trouver, entre guillemets, leur cible, justement pour cette raison. C'est-à-dire qu'on n'a pas encore, pour l'instant, une stratégie suffisamment affirmée entre les représentants des différents acteurs du service public, et notamment des acteurs sinistrés, et les représentants, enfin les cabinets qui pourraient porter leur cause. Et là-dessus, il peut y avoir effectivement à travailler. Et là-dessus, pour vous donner une idée des chiffres, aujourd'hui, par exemple, en matière de contentieux administratif devant la juridiction administrative, on a aujourd'hui de l'ordre de 20% du contentieux qui concerne la fonction publique, par exemple. Et sur ces 20% du contentieux, la moitié à peu près représente des problèmes d'accidents de service ou de maladies professionnelles qui sont véritablement l'indicateur en fait du niveau d'exposition des collaborateurs à une forme de maltraitance sur leur lieu de travail. On a tout un tas de rapports, que ce soit de la DGAFP ou de différents organismes, qui disent qu'effectivement, on a globalement beaucoup d'agents publics qui sont vraiment fiers de leur engagement en tant qu'agents publics, mais qui ont véritablement un sentiment d'une perte de sens, soit pour des raisons qu'on a invoquées, effectivement, d'arbitrage budgétaire qui ne sont pas pertinents, qui n'ont pas de sens,
soit que, par exemple, pour un enseignant, ils ne peuvent pas se satisfaire d'avoir des classes ou en surchiffre, ou quand elles ne sont pas en surchiffre, qu'on va devoir fermer parce que, alors qu'on aurait pu justement y trouver l'opportunité d'un enseignement qualitatif. Donc on a en fait comme ça tout un tas d'éléments, et sur l'action de groupe, il me semble, et ça c'est un petit peu une perche que je tends à tous ceux qui travaillent côté soit recherche, soit représentation collective, il y aurait un travail qui pourrait être fait sur objectiver des indicateurs de qualité du service public. Par exemple, quand vous dites on achète la voiture du maire plutôt que d'investir dans des classes, on aurait très bien pu, et on n'a pas d'action de groupe à ma connaissance significative dessus, on n'a pas d'action de groupe qui, par exemple, qui confronte le décideur public à un objectif quantifié et sur lequel on pourrait, sans rentrer dans trop de techniques, avec les instruments que nous fournissent la jurisprudence, entre guillemets, tacler les décideurs publics, non pas au moment du sinistre, parce que c'est quand même globalement ce qu'on fait aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on attend qu'il y ait sinistre, on attend qu'il y ait déscolarisation pour dire en fait le devoir de l'État n'est pas satisfait, on attend qu'il y ait un accident de service pour dire l'obligation de sécurité de l'employeur n'est pas satisfaite, mais on pourrait en amont et dans le cadre notamment d'action de groupe dire en fait on sait qu'il y aura accident de service, on sait qu'il y aura déscolarisation parce que concrètement voilà les effectifs, voilà ce qui est nécessaire pour atteindre un niveau de qualité, et donc l'histoire et le sinistre est écrit d'avance. Et là, aujourd'hui, on pourrait le faire, et les avocats, et notamment les avocats du syndicat des avocats de France, sont à la disposition des acteurs et des représentants, des usagers et des agents, pour avancer sur une forme d'ingénierie et d'inventivité, de créativité, pour être en amont de la mauvaise décision, du mauvais arbitrage, et l'attaquer avant qu'il ne fasse des dégâts. Voilà. Merci pour ce témoignage en tout cas. Et donc, nous allons donner la parole à Claire Le Mercier, qui est historienne, directrice de recherche au CNRS, qui a écrit d'ailleurs qui a fait de nombreuses publications, et qui en particulier co-autrice d'ouvrages sur le service public, comme La valeur du service public et La haine des fonctionnaires, qui est ici. Donc voilà, je dirais en termes d'une seule question, qu'est-ce que tu pourrais nous rappeler aujourd'hui, donc les attaques qui sont accélérées à partir des années 2000, et en particulier inspirées par le nouveau management public, et aujourd'hui, comment il faudrait se défendre, résister, et comment réinvestir le champ du service public qui est malmené actuellement. Donc voilà, nombreuses questions, désolé. Oui, merci beaucoup. En 10 minutes. Dans mon livre, justement, on a voulu faire un peu ce travail d'éducation populaire et puis intermétier, parce qu'il y avait déjà plein de bouquins très bien par des syndicalistes et des chercheurs-chercheuses sur l'éducation, sur la justice, sur l'hôpital. Il n'y avait rien de transversal. Et donc, ce qu'on a essayé de faire, c'est à la fois regrouper ce qu'on pouvait apprendre de la recherche et puis ce qu'on pouvait apprendre du vécu qu'on avait entendu dans des réunions syndicales, des réunions avec des agents publics et ainsi de suite. Et donc, ce qu'on montre, c'est le caractère systémique de ces attaques et leur ancienneté aussi, puisque donc, tout ça est né d'une idéologie qu'on appelle encore maintenant le nouveau management public, mais qui est nouvelle depuis les années 1970, donc moi-même qui date aussi des années 1970, je peux vous assurer que c'est plus si nouveau que ça, et qui est massivement appliqué en France, en gros depuis 2000. Alors on se souvient sans doute en mal de la RGPP sous Sarkozy. J'ajouterais qu'on a eu aussi la MAP, la modernisation de l'action publique sous Hollande, qui était un peu moins horrible au point de vue des nombres de postes, mais vraiment la même inspiration. Et en fait, en amont, on peut dater ça de la LOLF, la loi organique relative aux lois de finances, qui, sous ce nom très technique, en fait, met encore aujourd'hui beaucoup de verrous. S'il y avait dans ce coup une super majorité de gauche, elle devrait, en gros, avant de pouvoir reconstruire les services publics, se débarrasser de la LOLF, qui met beaucoup de verrous comptables, notamment sur ce qu'on peut faire, donc qui est particulièrement insidieuse. Or, cette LOLF, elle a été votée à l'unanimité à l'Assemblée nationale en 2001.
Donc, à voir à quel point les partis étaient profondément inspirés, donc y compris les partis de gauche, par cette idéologie du nouveau management public qui, en gros, dit à la fois il faudrait à la fois déléguer au maximum au privé et de toute façon faire comme le privé dans le public, et puis fonctionner, c'est un peu l'aspect paradoxal de la LOLF, qui à la fois dit qu'il faut fonctionner à l'indicateur et tout objectiver, mais qui en même temps dit qu'il faut donner de plus en plus d'autonomie. Donc les deux sont contradictoires et ça met les hôpitaux et les universités autonomes notamment dans des situations impossibles. Mais ça conduit aussi en fait à un management ultra hiérarchique, alors que ça a été fait au niveau du contraire. Donc ça c'est l'aspect pas très feel-good de nos livres, en gros de retracer ça, et le fait notamment que ceux et celles qui nous gouvernent, c'est-à-dire pas tant au gouvernement que les personnes qui dirigent les services publics, ont été formées dans cette idéologie. Maintenant, aussi bien les chefs de 30 ans qui arrivent que les chefs de 60 ans qui partent ont été formés dans ça. Donc sont très minoritaires à s'y opposer. Donc c'est le côté, ça va être dur de s'en sortir. Après, dans nos livres, on a essayé de se dire, entre nous, c'est quoi la minute feel good, de rappeler des luttes qui ont marché ou des éléments d'histoire un peu plus motivants pour s'en sortir. Alors c'est d'ordre très différent. Un d'entre eux, ça rappelle beaucoup ce qu'a raconté Raphaël, hein, c'est de parler de collectifs qui résistent. Alors si on est plusieurs avec le coquillage pour vider l'océan, c'est déjà un peu le même, même si ça ne résout pas tout. Et par exemple, dans nos derniers bouquins, on cite quelqu'un à Pôle emploi qui dit voilà comment ils font pour contourner l'indicateur contact avec les entreprises et faire vraiment leur travail, et qui conclut « J'appelle pas ça gruger si tu trafiques l'indicateur, j'appelle ça te rendre possible ton métier ». Donc c'est les choses qu'on peut faire quand on est sur le terrain, mais ça a ses limites évidemment. Après, du coup, on essaye aussi, parce qu'on est universitaire, hein, de lutter avec des mots, des références de l'éducation populaire, voir de quoi on peut se saisir dans l'histoire. Tu rappelais le préambule de 46, c'est hyper important. Tu rappelais le statut, c'est hyper important. Moi, un truc que j'aime bien, surtout quand on a des jeunes en face de nous, c'est spinner un peu le statut dans la direction anti-discrimination, qui est vraiment dedans dès le départ, en fait. Hein. C'est dire, aujourd'hui, on se prend la tête sur comment faire pour ne pas discriminer les femmes, les personnes racisées, les personnes porteuses de handicap ou autres. En fait, il y a un truc assez simple, c'est que tu mets une grille, un avancement à l'ancienneté, un concours anonyme. Après, les concours, on peut parler de comment les améliorer, mais c'est quand même la moins mauvaise des solutions. Et du coup, si tu as une grille, en fait, il n'y a plus de différence de salaire homme-femme. Problème résolu. Évidemment, aujourd'hui, il y a des primes. Donc c'est quand même utile de se rappeler que c'est ça l'histoire des luttes de la fonction publique aussi, et y compris dès 1910 quand même l'obtention d'égalité salariale entre instituteurs et institutrices, c'est des choses qui peuvent nous inspirer. Mais après, moi qui suis historienne pourtant, ce que je dis aussi, c'est qu'il n'y a pas eu d'âge d'or des services publics ou de la fonction publique. Il y a eu des trucs qui étaient vraiment super, bien sûr, dans le statut, sur le moment, dans l'invention de la sécu, etc. Si vous prenez l'hôpital public dans les années 60, qui est le moment où il a été le plus universel, le plus vraiment accessible à tout le monde, avec peu de restes à charge, etc. Ok, pour les patients, c'était mieux que maintenant. Par contre, les infirmières, elles partaient déjà en masse travailler dans le privé. Parce qu'il y avait des salaires pourris, des conditions de travail pourries, qu'elles étaient méprisées par les médecins, qui étaient vraiment encore plus des grands patrons que maintenant, méprisées en tant que femmes. Donc en gros, le but, c'est pas de revenir dans les années 60 ou 70. Et ça, je trouve ça chouette. C'est de se dire, ce qu'on veut, c'est pas une restauration du passé. On dit toujours on est en défense des services publics, c'est vrai à certains égards, parce qu'ils sont tellement attaqués. Mais c'est important de se dire, mais en fait, dans le passé, il y avait plein de choses qui n'allaient pas. Les guichets, ça n'allait pas. Les guichets étaient extrêmement racistes, par exemple. Les guichets étaient difficiles pour les personnes en difficulté. Alors, bien sûr, c'est pire avec la dématérialisation. Et j'adhère complètement à l'idée de remettre des guichets avec des personnes en face. Mais il ne faut pas remettre les mêmes personnes en face qu'en 1975, avec à la fois l'absence de formation de ces personnes en danger de discrimination, et puis le fait que ces personnes au guichet ont toujours une raison tellement chroniquement sous-payées et méprisées que elles n'avaient pas de raison non plus de faire leur travail incroyablement. Et aujourd'hui, on voit des travaux sur les maisons France Service qui montrent à la fois que c'est le pansement sur la langue de bois, parce que ça ne résout pas tous les problèmes créés par la dématérialisation, mais qui montrent aussi que les usagers, par exemple, sont hyper contents apparemment d'avoir des personnes qui les orientent, qui ne sont pas directement au travail, à la CAF, etc. Qui sont un peu plus, qui ressemblent un peu plus aux usagers, en fait, qui ressemblent un peu plus à des médiateurs sociaux. Donc ces personnes sont actuellement sous-payées sur des statuts précaires et ça ne va pas. Mais ça veut dire que si on refaisait des vrais guichets, on peut s'inspirer de ça pour dire il faut un métier d'accès au service public qui soit un métier de fonctionnaire avec une vie, etc., mais qui n'est pas la même chose que traiter les dossiers.
Donc c'est un peu dans cet esprit-là qu'on essaye de faire circuler aussi des bouts d'expériences un peu plus positives. Et pour finir, un peu dans la perspective des présidentielles là-dessus, n'importe quoi, justement pas des présidentielles, des municipales, les prochaines élections, de sortir de la perspective des présidentielles et de se dire est-ce qu'on peut investir les municipales dans les différents endroits où on est avec les différentes municipalités horribles ou vraiment super qu'on a en face, pour rappeler ce qu'ont fait les gauches dans les différents moments dans le passé où l'ambiance au Conseil d'État, la jurisprudence, ou l'ambiance dans les gouvernements n'était pas très favorable au service public, c'est commencer par inventer des choses au niveau municipal. Alors, ça ne résout pas tout. Enfin, je ne suis pas une grosse fédéraliste, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas faire les choses par des lois comme taxer les niches, etc. Mais on peut aussi prendre des leviers d'action au niveau municipal. Et du coup, dans notre bouquin, on essaie aussi bien de rappeler des choses très anciennes, enfin, de dire les premières municipalités de gauche, regroupées dans les années 1890, ils n'avaient pas de sous, parce que les villes de gauche elles étaient pauvres. Ils avaient le Conseil d'État qui les empêchait de faire la moitié des trucs. Ils ont quand même inventé l'idée d'une piscine publique, qui aujourd'hui est juste l'évidence. Bah oui, il y a des piscines publiques pour les gamins qui apprennent à nager. Mais en fait, à l'époque, tout le monde rigolait quand ils ont fait ça. Ils ont inventé le logement social qui n'est pas octroyé par le patron à ses salariés, qui est un vrai logement social. Mais par exemple, ils faisaient des cantines publiques qui n'étaient pas des cantines scolaires, et qui étaient des cantines municipales ouvertes à n'importe qui, gratuites pour les pauvres, pas chères pour les autres, qui aujourd'hui est une vraie question qu'on peut se reposer. On fait tout le débat sur le service public de l'alimentation. Et aujourd'hui, en fait, on voit aussi dans des lieux qui ne sont pas forcément très riches, des expérimentations incroyables et qui ont aussi un petit côté qui n'est pas à négliger, je pense là-dessus, qui peuvent être aussi bien faire du lombricompostage municipal que faire des fours à pizza municipaux en pied d'immeuble, que avoir des percherons pour remplacer des camionnettes sur certaines choses, que avoir du maraîchage municipal. Donc je pense que c'est aussi un équilibre à trouver qui est compliqué en fait entre rappeler à quel point on souffre dans les différents services publics, dans l'hôpital, dans l'école, dans la territoriale et qu'il faut y faire quelque chose, et puis se dire décide-moi un service public un peu. Parler à nos voisins sur qu'est-ce qu'il faudrait faire, et y compris des trucs un peu rigolos, un peu sympas, un peu charismatiques. C'est l'utopie de Willy Pelletier, un de nos co-auteurs, qui lui habite dans un village dans l'Aisne où tout le monde est très pauvre et tout le monde vote Rassemblement National, en gros. Et son idée sur s'en sortir, c'est juste on fait des dîners avec les voisins et on essaie de trouver encore un café qui soit ouvert pour pouvoir faire ça, où chacun apporte, mais on parle de qu'est-ce qu'on voudrait comme service public. Et on parlait en off, c'est difficile d'attraper les usagers, je suis d'accord, je ne sais pas non plus comment, mais peut-être que l'échelon du quartier ou du village peut en être. On va donner la parole donc maintenant à Sylvain Rotillon, qui est du collectif au service public, qui est référent du 91. Voilà, et voilà, déjà, est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur le collectif? Et puis, voilà, et puis tu nous diras aussi quelques mots sur les différences qu'il y a entre les services publics qui ont été mis en place hein, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale et les services publics que l'on connaît aujourd'hui. Voilà. Très bien, merci. Donc le collectif Nos Services Publics, c'est un collectif assez récent qui a été cofondé par Arnaud Bontemps, qui est un collègue de la Cour des comptes, et par quelqu'un qui est beaucoup plus connu maintenant, Lucie Castet, puisqu'elle a été portée pour être Première ministre l'an dernier, avec malheureusement le manque de succès qu'on connaît, mais voilà, donc c'est un collectif d'agents publics principalement qui s'est constitué pour défendre une idée du service public, les valeurs du service public, en se disant qu'il y avait besoin de se rassembler déjà entre personnes œuvrant dans le même champ, et puis aussi porter des actions de plaidoyer pour réunir le plus largement des personnes, des personnels et des usagers. Alors c'est plus difficile évidemment, là encore on l'a dit par rapport aux usagers, mais de s'ouvrir pour participer à la défense d'une idée du service public qui soit accessible, qui soit ouvert à tous et qui soit un service vraiment universel. Donc par rapport à ça, ce dont je voulais parler, c'était un peu l'idée justement qu'il n'y a pas d'âge d'or des services publics. On est dans des services, dans une logique en tension entre plusieurs
types d'approches, plusieurs logiques qui sous-tendent le service public. Donc, par définition, le service public a évolué avec le temps, hein, puisque c'est même un des principes du service public, c'est son adaptabilité. C'est un des 3 principes du service public en France. L'adaptabilité qui fait que le service public, lui, doit s'adapter en fonction du contexte, en fonction des besoins. C'est un des 3 grands principes avec la continuité. Le service public ne s'arrête pas, donc il doit toujours être présent. Et on voit bien dans le monde actuel la difficulté d'arriver à maintenir cette continuité, et l'égalité, qui est aussi un principe fondamental, mais pour lequel aussi on voit bien que malheureusement, les exemples qui ont été donnés montrent que l'égalité devant le service public est quelque chose qui est de plus en plus remis en question. Parlais avec avant de l'après-guerre, c'est que dans la forme actuelle, on est vraiment constitué sur un service qui se structure après la Seconde Guerre mondiale, dans la logique de la reconstruction, où on manque de tout, il faut aller vite, et on a des services qui se constituent en réponse. Il y avait des services urbains, ça a été rappelé pour l'eau depuis le 19e siècle, voire même un peu avant dans certains cas. Mais l'extension du service public à l'ensemble du territoire, c'est quelque chose qui se construit essentiellement après-guerre. Et avec une reconstruction assez rapide, avec des principes qui sont universels pour le coup, mais une universalité qui va se transformer quelque part en uniformité. Donc on a la même forme du service public qui se déploie sur l'ensemble du territoire. Prendre un exemple dans les services en réseau, le service de l'eau, en particulier, on a déjà parlé de l'eau potable, donc je vais prendre plutôt le service des eaux pluviales, on va mettre des tuyaux partout. Quel que soit le secteur du territoire, on envoie l'eau dans un tuyau, quel que soit le terrain, quelle que soit la topographie, et tout ça, ça va repartir dans des grandes usines en traitement ou directement dans la rivière. On ne se pose pas la question, c'est efficace, c'est rapide, ça répond à des besoins immédiats. Et on peut décliner sur tout un tas d'autres services, c'est une réponse qui est très rapide. Mais cette logique qui est très efficace, hein, là on retrouve ces tensions, c'est que ça répond à un besoin immédiat. Aujourd'hui, ça nous met dans des situations compliquées. Les services sont plus adaptés au moins à 2 grands écueils que j'identifie et qu'on a identifiés dans les rapports du service public. Le premier qui est les crises écologiques. Ces réponses universelles, elles ne tiennent pas compte du contexte et du coup, forcément, elles ont été pensées à un moment T, à un moment où le contexte environnemental, le contexte climatique n'était pas celui d'aujourd'hui et on a beaucoup de mal à faire évoluer les services pour arriver à tenir compte de ces enjeux. Autre tension, c'est vis-à-vis des évolutions sociales globales, où on a une tension entre liberté et solidarité. Ces 2 notions solidarité, un peu l'idée dans la devise de la République, la fraternité, mais la liberté et la solidarité, c'est 2 notions qui sont un peu incompatibles. Elles sont difficiles à concilier. La liberté, ça renvoie à une volonté d'être individuel, de pouvoir faire ce qu'on a envie de faire. La solidarité, ça nous lie avec les autres. Donc on voit bien, on ne peut pas aller complètement... Aujourd'hui, il y a une forte attente de liberté dans ce sens-là, mais aussi d'attente vis-à-vis de la solidarité. On n'est pas vers l'un ou vers l'autre, mais il y a une tendance à aller vers la liberté qui s'est accentuée avec le libéralisme, qui se saisit aussi de cette occasion pour dire... il y a des attentes de liberté, nous on a vos réponses, c'est la libéralisation totale. Il y a un glissement de la liberté vers le libéralisme qui pèse sur les services publics aujourd'hui, sur la façon dont ils sont gérés, avec des logiques où on se dit mais pourquoi je paye pour les autres? Donc on a des vraies tensions par rapport à ça, qu'on a du mal sur lesquelles on a du mal à répondre aujourd'hui, parce que ça se heurte à des fonctionnements qui sont assez ancrés. Donc tout ça, c'est des questions d'équilibre et d'équité territoriale qui sont mises à mal par le changement climatique avec la logique dans laquelle on est, et qui sont mises à mal avec ces logiques de solidarité qui sont, où on va se dire, c'est quoi être solidaire sur le territoire, comment je peux on dit, j'ai envie de vivre au fin fond de nulle part, mais je veux avoir accès à mon service en réseau, je veux payer l'eau le même prix que quelqu'un qui en vit, je veux
veut avoir les mêmes services de transport en commun, on voit bien que ça nécessite des mutualisations qui sont difficiles à penser, qu'on a du mal à intégrer dans nos fonctionnements. Avec ça, on a une évolution au niveau de l'État. En France, on a une particularité, c'est que l'État, c'est le garant du bien commun. Du bien public, c'est l'État qui est le garant. Or, quand l'État bascule dans une logique libérale, comment un État libéral peut être garant d'un bien qui est un bien commun, qui est un bien public? Il y a un véritable problème de fond aussi là-dessus, et qui fait que dans les principes du service public, il y a un principe qui n'est absolument pas, c'est autour de la gouvernance, du gouvernement du service public, qui est complètement gommé, puisque, in fine, c'est l'État qui en est le garant. Mais quand l'État n'est plus au service du public, comment un État garant peut être au service du public? Donc on est face à des contradictions profondes aujourd'hui qui mettent à mal les personnes, les personnels, les usagers. Et les usagers, dans ce fonctionnement-là, sont de plus en plus transformés en consommateurs. On attend un service. Je vais à un guichet, je veux que la personne derrière le guichet soit à mon service. Donc on est dans des logiques de plus en plus de consommateurs parce que l'usager en lui-même, il est exclu du fonctionnement du service. Ça a été dit par rapport à la régie, c'est quelle est la place des usagers dans le fonctionnement d'une régie. Le passage d'une délégation de service à une régie, c'est un changement technique d'opérateur, rien de plus aujourd'hui. Il n'y a rien dans les textes qui change quelque chose sur le fond. C'est juste un changement d'opérateur. Si on ne change pas plus radicalement en repensant le gouvernement des services, on ne change rien. Sur cette question, du coup, au niveau du collectif, je finirai là-dessus, on a le travail à l'intérieur du collectif pour réfléchir sur la question des communs. Comment, à travers les approches en commun, là, quand on prend les communs, là, c'est vraiment une réflexion, un bien, un service, une communauté qui bénéficie, qui est associée à la gestion du service, et des règles de gestion communes. Donc on revient à des logiques territoriales, ce qui ne veut pas dire qu'on s'abstient des grands principes globaux. Hein, c'est pas chacun fait ce qu'il veut dans son coin. On a des grands principes. Au lieu de décliner les grands principes de la même façon au niveau opérationnel partout, on respecte les grands principes, mais on en a des déclinaisons opérationnelles différentes en fonction des communautés qui traitent de ces sujets. On peut s'inscrire dans des cadres globaux tout en ayant une approche territorialisée qui recontextualise et qui puisse prendre en compte justement les enjeux environnementaux, justement avoir une approche plus fine des attentes des usagers, qui redeviennent des usagers et plus des consommateurs, parce que quand on est consommateur, on consomme de la même façon partout. Quand on est impliqué dans la gestion de son bien, on n'est plus consommateur, on devient un acteur impliqué de ce dont on a une copropriété quelque part. Donc comment on arrive à refaire ça? Il n'y a pas de baguette magique, ce n'est pas une solution miracle pour tout, mais c'est de se reposer les questions de comment on peut réintégrer des modèles de gouvernement différents. Et je parle de gouvernement plus que de gouvernance, parce que la gouvernance, c'est une notion qui est vraiment très technocentrée, mais vraiment de gouvernement, comment on gouverne, comment on gère ensemble ces biens. Voilà, c'est des enjeux sur lesquels on n'a pas de réponse, mais sur lesquels on cherche à travailler et à se poser des questions de façon, en associant les acteurs de la recherche, en associant le plus de monde possible pour se poser ces questions-là. Merci. Ces perspectives, donc, c'est Isabelle Mathurin qui est coprésidente de la Convergence des services publics. Voilà, et j'ai envie de dire, déjà comment la Convergence analyse le budget austéritaire aujourd'hui qui est quand même imposé et au service public et à la sécurité sociale, et puis surtout quel serait le rôle des luttes actuelles pour défendre justement les valeurs du service public. Oui. Oui, ça fait beaucoup de choses, mais c'est vrai que là, on est dans une situation, donc 80 ans après les grandes conquêtes de la sécurité sociale des services publics, on fait face à des attaques extrêmement violentes, hein, on l'a dit, mais c'est vrai que on s'apprête à avoir des amputations terribles budgétaires, puisque après les 30 milliards de réduction des dépenses publiques, on va avoir 40 milliards de plus pour 2026, avec une augmentation du budget militaire qui était en 2025 de 50 milliards, il atteint 67 milliards.
Et ça, de façon très violente, hein, puisqu'on va annoncer la suppression d'agences comme celle de la biodiversité, l'Institut national de la consommation. Ça va être bientôt annoncé. Et puis c'est du jour au lendemain, par exemple, que la population a appris que sa durée de travail sera prolongée de plusieurs mois suite à la réforme des retraites, qui n'a pas été votée, hein, puisqu'il y a eu le 49.3. Donc on voit qu'on est dans une situation où les valeurs commencent à être complètement inversées, la concurrence contre la solidarité, la guerre contre la paix, toutes les expressions qui peuvent exister aussi du business contre les relations diplomatiques, le droit international. Donc il est urgent de rétablir les valeurs démocratiques, républicaines et de service public. On sait aussi que les ressources existent dans notre pays et que cette austérité, c'est un choix politique. Hein, ces politiques d'abandon au nom du marché de la concurrence dans toute l'Union européenne conduisent à la fracturation avec des inégalités croissantes et des phénomènes massifs d'exclusion. Donc, des difficultés d'accès aux droits fondamentaux, on l'a dit. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que ce n'est pas nouveau, il y a des mobilisations en France partout pour la défense des services publics. Par exemple, nous, la Convergence nationale des collectifs de défense et de développement des services publics, on s'est créé en 2005 contre la suppression des trésoreries dans des territoires. Et à partir de ça, on n'a pas cessé d'appeler à des mobilisations, la dernière en date étant à Lure, pour la défense des services publics, avec des débats thématiques sur l'alternance aux politiques proposées, notamment pour les services publics de proximité. Donc moi, je voudrais retenir quelques exemples dans le temps qui montrent que la bataille pour les valeurs, par exemple, de démocratie, continue à perdurer et dans les luttes, peuvent donner à voir la force de se substituer à des valeurs, comme je l'ai dit, régressives. Je voulais citer quelque chose qui est un peu ancien, mais que quand même, je pense tout le monde a en mémoire, c'est la votation citoyenne contre la privatisation de la Poste en octobre 2009, qui avait été lancée par un comité qui représentait 62 syndicats, organisations et partis. Il y avait eu 2,3 millions de participants qui s'étaient prononcés à 90% contre la privatisation, ce qui avait une influence sur le débat parlementaire concernant la loi postale. Et cette bataille, elle est toujours d'actualité, puisqu'aujourd'hui même, à Béni-Bocage, il y a une grosse mobilisation à l'initiative d'usagers, puisqu'on parle des usagers, mais là, c'est parti d'usagers de la Poste qui se battent contre la suppression de leur bureau de poste. Donc ça, c'est vraiment un réflexe démocratique, hein, et qui ont lancé, ça s'élargit à tous les services publics sur le territoire. Donc on voit bien que c'est une valeur qui passe dans les luttes, hein, mais qui aussi valorise la nécessité d'avoir de nouveaux droits démocratiques pour les services publics, de participation des élus, des agents publics et des usagers dans les différentes instances. Un autre ancien, mais toujours d'actualité, c'est la bataille pour la sécurité sociale. C'est quand même quelque chose qui est né après-guerre avec le Conseil national de la résistance pour des solidarités intergénérationnelles, de financement des retraites, pour assurer les moyens d'existence à tous les moments de la vie. Et aujourd'hui, des luttes continuent de se mener pour avoir accès, l'accès le plus égal possible à la sécurité sociale. Nous, on avait fait en début d'année un débat sur le 100% sécurité sociale, comment on peut permettre aux personnes actuellement d'avoir accès aux médicaments, à la prévention, avec des financements qui soient le moins onéreux pour eux. Et donc, ça, c'est une bataille pour l'universalité, hein, qui était à l'origine de la sécurité sociale. La même chose, la retraite par répartition, c'est quand même une bataille pour l'universalité aussi. Et donc, je pense qu'au travers des luttes, on voit bien qu'il y a des valeurs qu'on fait perdurer au travers des luttes que nous menons. Alors, on a parlé de la fonction publique, effectivement, et des différentes luttes qui se mènent qui visent à donner des moyens à la fonction publique. Et on voit bien qu'il y a une importance majeure à donner à la fonction publique ce statut de citoyenneté qui permet d'intervenir sur les choix dans le travail et aussi revenir sur la suppression des droits syndicaux
et représentatifs du personnel qui ont été beaucoup réduits et qui empêchent finalement à la collectivité des fonctionnaires de davantage pouvoir intervenir. Donc je pense que toutes ces batailles-là, elles sont à la fois représentatives de valeurs, mais aussi elles continuent les valeurs de la fonction publique citoyenne et du fonctionnaire citoyen. Alors, on voit bien que les valeurs de service public vont de pair avec les exigences de justice sociale, que c'est au cœur d'un projet de société solidaire. Alors, je voulais faire référence là, à un article récent qu'a fait, on a parlé de Lucie Castet, qui s'est exprimée sur la question pourquoi la qualité des services, parce qu'il faut se donner des perspectives, et justement, elle nous en donne, puisqu'elle dit pourquoi la qualité des services publics est en baisse alors que le financement sur les 50 dernières années est passé de 40,9% à 57% du PIB. Elle dit, en fait, les réponses, c'est l'augmentation des besoins liés au vieillissement de la population, à l'explosion des maladies chroniques, et que les prendre en charge relève d'un choix de société. Et donc ça, c'est déjà important de dire ça, puisqu'on nous dit toujours, voilà, ça augmente trop. Ben oui, mais c'est des choix de société, c'est des choix politiques, c'est pas non, voilà. Les aides aux entreprises ont augmenté de façon importante, de 3,1% du PIB à 6,2% du PIB entre 1979 et aujourd'hui, sans véritable retour sur l'industrialisation, parce que là aussi, ça va, je veux dire, ça va à l'encontre des idées sur lesquelles on dépenserait trop pour les dépenses publiques. Ben oui, mais il y a aussi celles qui vont aux entreprises sans contrepartie. Et elle valorise l'État stratège et le rôle structurant pour la société de certaines des dépenses, comme par exemple les accompagnants d'élèves en situation de handicap, sans statut actuellement. Moi, je trouve que ce sont des pistes intéressantes à creuser et qui, sur la base desquelles on pourrait appeler à des mobilisations, des co-constructions avec les forces politiques, syndicales et associatives d'un budget de développement des services publics en 2026, avec une planification pluriannuelle. Les ressources existent, on l'a vu dans le débat budgétaire, comme l'accroissement de la progressivité de l'impôt, la taxation du patrimoine des plus fortunés, la taxe Zuckman, qui est d'ailleurs inscrite à la niche des écologistes le 12 juin, et des bénéfices des entreprises, la lutte contre l'optimisation fiscale, la suppression des exonérations de cotisations sociales et la suppression des niches fiscales inutiles. On voit bien qu'il y a beaucoup de moyens de revenir sur le budget tel qu'il nous est proposé. Et je pense que, plus largement, on pourrait appeler à la mobilisation, à la co-construction avec toutes les forces disponibles, politiques, syndicales ou associatives, de propositions donnant de nouveaux droits aux citoyens, comme l'a fait, par exemple, je cite la loi Obono, qui attend à la réouverture des accueils physiques, donc il faut voir le contenu, effectivement, dans les services publics, et qui a été co-construite quand même avec un collectif d'usagers, de syndicats, et donc je trouve que c'est quand même très, très intéressant, et qui doit pouvoir être votée définitivement. Vous savez que pour l'instant, elle a été votée en première lecture à l'Assemblée nationale, et elle doit poursuivre son chemin. Et je pense qu'il y a d'autres propositions à étudier, à valoriser. Donc il y a la proposition d'inscrire les services publics dans la Constitution. Ça aussi, s'il faudrait, avec les menaces actuelles, j'allais dire, d'extrême droite, c'est quand même important aussi de penser à la stabilisation de notre droit dans ce domaine. Et puis, bon, on voit aussi concrètement qu'il y a une proposition de loi visant à lutter contre les déserts médicaux, qui est une initiative transpartisane, qui fait son chemin aussi. Et elle pourrait être complétée par d'autres textes portant sur les centres de santé à but non lucratif, la fin de tout dépassement d'honoraires, la suppression des franchises médicales, un plan d'embauche massif dans la santé ou la création d'un pôle public du médicament. Voilà, tout ça, c'est des idées qui sont dans le débat public, mais je pense qu'il faut que nous, voilà, tous citoyens, forces syndicales, associatives, politiques, comment dire, on se donne ces objectifs-là. Enfin, je pense que c'est possible. Et je pense que c'est urgent parce qu'il faut qu'on puisse redéployer nos services publics, on l'a dit, dans la France entière, au sein des cités comme des territoires ruraux, de façon démocratique, parce que là aussi, bien souvent, il y a beaucoup de décisions qui échappent aux citoyens, donc c'est important qu'ils soient partie prenante pour garantir l'accès aux droits, fédérer la société, construire un monde écologique de coopération et de paix. Voilà, et je pense qu'il faut aussi penser à l'intervention de services publics dans des domaines élargis, comme le grand âge. On a parlé des dépenses qui augmentent dans ce domaine, mais il faut montrer ça aussi comme un progrès. On arrive à mieux prendre en charge ces dépenses, l'alimentation, le logement. Voilà. Et donc, nous appelons à la convergence avec toutes
les collectifs voilà, comme nos services publics, à faire converger les luttes, à agir ensemble pour promouvoir les services publics. De ce point de vue, le printemps des services publics a été vraiment un moment où on a pu construire des initiatives de lutte contre l'austérité, hein, parce que je pense que mettre dans le débat public, comme on l'a fait, des questions comme à Tours, où on a eu une semaine de discussion sur les débats, sur les différents domaines des services publics, que ce soit l'éducation, la sécurité sociale, que ce soit la santé. On a eu des ateliers sur la dématérialisation des services publics, la mobilité, le droit à l'alimentation de qualité et la problématique des services publics en milieu rural. Tout ça fait avancer le débat public et je pense que ça fait partie des mobilisations. Nous, on a lancé un appel qui alimentera la réflexion qui va se mener ensuite sur des exigences pour une société juste avec des services publics à Tours, qui est à partager et à enrichir. Voilà, et le 31 mai à Paris, on en a parlé, nous lançons avec nos services publics une grande fête du service public, avec un premier moment, avec un village des services publics, avec 3 débats qui porteront sur les services publics de proximité, la santé et l'éducation, parce qu'il faut savoir qu'à Paris, ça donne un écho au combat permettant l'égal accès des couches populaires aux services publics. Il faut savoir que l'école privée devient largement, progresse nettement à Paris, hein, que s'il n'y a pas de bataille là-dessus, ça risque de continuer. Les centres de santé ferment. Hein, par exemple, nous, on va faire le village des services publics Place Stalingrad. Il y a le centre de santé Place Stalingrad est menacé de fermeture et il n'y aura pas de remplacement. Ça fait une perte sèche pour les usagers. Et les centres des impôts aussi. Enfin bon, il faut à la fois mettre dans le débat public et puis voir quelles alternatives on peut proposer tous ensemble. Voilà, et il y aura une très belle partie, une grande fête ensuite, avec une très belle partie artistique et culturelle. Voilà, et donc on appelle à faire du 4 octobre une journée de lutte unitaire et de débat pour la sécurité sociale et les services publics avec toutes les organisations syndicales, politiques et associations attachées à défendre ces conquêtes sociales. Voilà, je vous remercie. Si je peux me permettre, juste 2 minutes avant de lancer. 1 minute. La dictature ici. Bon. Non, je voulais relever là, pour le côté concours anonyme. Chez nous, il n'y a pas de concours anonyme dans l'instance territoriale. Parce qu'on a l'autorité qui a le pouvoir de nomination. Donc même lorsque l'agent a réussi son concours ou son examen, il doit encore s'aplatir et quémander. Et il suffit qu'on ait une autorité qui soit transphobe ou peu importe, il fera son choix. C'est la même chose que dans le privé, hein, c'est anonyme. Je peux recevoir la personne, et quand la personne est partie, ça va, c'est un arabe, j'en veux pas. Voilà, donc quoi qu'il arrive, ça ne résoudra rien. Promotion interne, c'est la même. Donc notion de pouvoir toujours. Nous, on voit sur Communauté Paris-Saclay comment ça se passe, parce que c'est là où, enfin sur le CIG, pardon, comment ça se passe. C'est quoi qu'il arrive, c'est le choix du roi. Donc c'est-à-dire que pour la promotion interne, les 3 premiers critères qui amènent 10, 20 ou 30 points à l'agent, ça passe sur le bureau du maire, et c'est lui qui va décider, je mets qui en premier, je mets qui en deuxième, je mets qui en troisième. Donc quoi qu'il arrive, notion de pouvoir, soit on lui tranche la tête, le pouvoir. Voilà, hein, le pouvoir, soit on n'y arrivera pas. Voilà. Et d'autre part, les instances, même avant la loi du 6 août 2019, en transformation de CHSCT en CSE, CSA, CST, quoi qu'il arrive, on n'est que consultatif face à un pouvoir décisionnaire. Donc c'est à nous de devenir décisionnaires, donc question de pouvoir toujours. Voilà, quoi qu'il arrive, on ne changera rien tant qu'on n'aura pas posé cette question-là et qu'on ne l'aura pas fait avancer dans la société. C'est ce que je pense que je ne suis peut-être pas le seul à le penser. Voilà. Merci pour cette clarification. Est-ce qu'il y a des questions? Je pense à toutes les interventions, des suggestions d'ailleurs de votre perspective. Voilà, donc la parole est à vous. Voilà, est-ce que vous voulez réagir par rapport aux interventions qu'il y a eu? Donc, dans le fond là-bas. Pour compléter ce que tu évoquais, mon camarade, sur la question de la fonction publique territoriale, il y a ensuite le préfet aussi, parce qu'on abordait tout à l'heure la question des sans-papiers et le rôle de la préfecture pour les écraser.
Nous aussi, on a un lien quand même pour le contrôle de légalité auprès du préfet, et le contrôle de légalité, je ne suis pas sûr qu'il soit tout le temps fait comme il devrait se faire, et pour le rappel des maires à leurs obligations aussi légales. Donc il y a en plus ça, c'est la couche supplémentaire qui vient un petit peu nous écraser davantage. Est-ce qu'il y a d'autres interventions, suggestions? C'est le moment ou jamais. Là, nous sommes coupés là-dessus. Désolé. Est-ce qu'il y a d'autres idées, en tout cas, de mobilisation qui vont avoir lieu ou Alors, vous avez parlé d'outils juridiques. Bon, là, en fait, on est un petit peu noyé avec les jurisprudences, même en tant que syndicaliste ou pas syndicaliste. Pour l'usager, c'est très complexe, toutes ces questions juridiques, sans compter la dématérialisation. Donc, est-ce qu'il existe d'autres des collectifs, des espaces pour justement se pencher un petit peu plus sur ces questions juridiques qui permettraient de contrer un petit peu, là on parlait de pouvoir, mais aussi la maltraitance, comment l'appréhender avec un point de vue juridique. Voilà. Je vais te donner un premier élément de réponse qu'on a, nous, en cabinet d'avocats, quand arrivent des agents publics ou des usagers. Alors, plutôt côté agent, le think tank local, c'est en général plutôt le syndicat qui soutient, mais qui n'est jamais dans nos cabinets. Et c'est parfois dommage parce qu'il y a une sorte, voilà, c'est pas dans les usages, il n'y a pas une circulation d'un représentant syndical ou du personnel qui va accompagner l'agent. Voilà. D'autant que souvent, il y a une sorte de... enfin, c'est une guerre des tranchées, c'est-à-dire que souvent, l'agent qui se trouve en disgrâce se trouve véritablement en disgrâce, y compris vis-à-vis de ses collègues, et qu'il y a un jeu de pouvoir qui se met en place assez rapidement. Et voilà, je pense qu'en réalité, ça aurait été intéressant qu'il y ait un troisième acteur. Pour une raison toute simple, c'est que pour le syndicat, c'est quand même compliqué, objectivement, de prendre un parti belliciste, ou en tout cas dans un contentieux, parce qu'il doit en même temps garantir, représenter le collectif. Donc, il faudrait trouver des modes d'action avec une sorte de tiers acteur qui accompagne, voilà. Donc ça, c'est une première chose, et peut-être même pour le coup, ça pourrait être une sorte d'émanation au sein des syndicats, mais qui crée une sorte de séparation théorique, ou en tout cas, mais avec une vraie éthique, une vraie réflexion éthique, et qui soit opérationnelle. Donc ça, c'est la première chose. Et puis pour la partie véritablement, là, je pense que c'est plutôt les associations qui peuvent être des lieux de relais, d'appui, pour outiller juridiquement. Et pareil, les avocats, c'est aussi des associations et c'est aussi des syndicats. Hein, donc c'est pas que des individualités, des cabinets isolés. Et typiquement, le syndicat des avocats de France, par exemple, est un syndicat extrêmement engagé sur des luttes sociétales, qui a des positions qui sont nettes et qui est toujours friand de remonter du terrain sur des luttes, et après on essaye de les outiller juridiquement. Je ne sais pas si ça a répondu, mais je pense que je vais peut-être passer... Peut-être juste pendant que je passe le micro, moi j'ai vraiment juste vu un exemple circuler parmi les gens avec qui j'ai discuté de service public, qui est un collectif d'usagers, pour une fois, sur les questions de collecte des déchets en Dordogne en l'occurrence, où au départ, au nom de bonnes raisons écologiques, mais justement on a fait un truc uniforme qui ne va pas du tout en zone rurale, et qui en plus va souvent avec des privatisations, de soi-disant pollueur-payeur, où je vous la fais courte, en fait si vous avez besoin de beaucoup de couches, vous ne pouvez pas tellement faire autrement, et vous vous retrouvez à payer pour tout le monde. Et donc ce collectif était très isolé au niveau de Dordogne, avec peu de contacts, les élus locaux qui étaient hostiles, peu de contacts.
contacts syndicaux. Et finalement, ils ont fini par trouver une avocate et ils ont gagné en tribunal administratif. Enfin, et sous ton contrôle, il y a quand même une certaine imprévisibilité des tribunaux administratifs qui sont aussi tenus de répondre aux principes des services publics. C'est pas que du droit technique, ils peuvent entendre des appels aux principes comme ce que tu faisais. Et donc, des fois, il suffit de tomber sur le nom de la bonne avocate. Donc, je crois qu'il ne faut pas avoir peur et profiter qu'on a le SAF, par exemple, pour identifier des gens qui peuvent être sympathiques à ces enjeux. Voilà. Pour une association, un syndicat ou autre, il ne faut pas avoir peur d'aller en justice, quoi, notamment administrative. C'est des guerres qui peuvent durer. Hein. Parfois, il faut remettre plusieurs procès. Et, enfin, voilà, c'est de la guérilla aussi, hein, parfois. Il y a aussi avant les registres d'alerte, normalement, qui doivent être présents, mais qui peuvent déminer. Mais c'est vrai que la difficulté, une des difficultés, moi, celle que je constate au quotidien dans le service où je suis, c'est que les agents prennent d'abord sur eux. Enfin, il y a des collectifs de travail qui sont complètement explosés. On a des personnes qui travaillent de façon très isolée, qui ont peu d'échanges entre eux, même quand les gens s'entendent pas mal, hein, mais qui se sentent perdus dans leur boulot et qui hésitent à parler, parce qu'il y a un côté, si je parle, ça exprime mes faiblesses. Et du coup, on commence à parler et à chercher des solutions quand il est déjà presque trop tard. Donc on est souvent confronté à ces difficultés, à ces mal-être qui sont intégrés par l'agent qui n'arrive plus à faire face à son travail, avec des problématiques de management toxique qui sont systémiques là aussi, parce qu'en fait on a des vrais problèmes de management intermédiaire qui sont sous pression eux-mêmes du management supérieur et qui sont pris entre les deux pôles et qui, même quand ils essayent de bien faire, il n'y a pas ils sont sous des injonctions contradictoires en permanence et ça traduit un mal-être permanent et il suffit de très peu de choses pour que ça dérape et chacun prend sur lui avant d'en parler aux autres. Donc il y a une grosse difficulté qui est là, enfin, je ne sais pas si vous la constatez aussi, mais pour moi c'est la première difficulté, elle est là. Elle est de pouvoir exprimer son mal-être pour se rendre compte qu'on n'est pas seul face à cette situation et que ça ne relève pas d'un problème personnel mais d'un problème plus global. Oui, mais ça va avec. Oui, j'ai une réflexion. Et puis, pour revenir, je suis d'accord avec ma camarade, il faut qu'on s'unisse toutes les fédérations, tous les travailleurs pour faire des journées d'action, vraiment, à chacun son tour, à faire mesure. On parlait d'économie de guerre, on voit très bien où nous amène. On est là, 2025, on fait beaucoup de 80 ans. 29 avril 1945, les femmes votaient pour la première fois. La sécurité sociale. On va avoir les 80 ans de la Charte des Nations Unies et de l'ONU, qui commence par nous, les peuples des nations, et non pas nous, les dirigeants, nous, les capitales, mais nous, les peuples des nations. Donc, effectivement, il va falloir qu'on se mobilise au mouvement de la paix, le Eurosatori, le grand show de l'armement au Bourget de la FOIE, le 21 septembre, la Journée internationale de la paix. Et puis, on dit sans lutte sociale, pas de paix, et sans paix, pas de progrès social. Des recours, il ne faut pas oublier non plus les médiateurs des services publics, les médiateurs de l'université, médiateurs au rectorat de Versailles, etc. Alors, ils peuvent être suspectés d'être pro-management public, mais bon, ils existent quand même, et c'est déjà une étape où il y a de l'écoute, il y a quand même. Ça permet de préparer un dossier, éventuellement ensuite, si on n'a pas de résultat, à transférer à un cabinet qui vient avoir déjà des éléments. Je suis assez d'accord sur l'aspect juridique dans les syndicats où, dans mon expérience, c'est plus au niveau national que là, on fait appel à un cabinet, mettre un tel qui est l'avocat référent. Ceci dit, on a aussi le taux de syndicalisation, hein, dans le public, dans le privé, même si dans le public c'est un peu plus important. Et du coup, moins de ressources pour faire appel à un cabinet par mois. Et les dossiers, eh bien, ils sont vraiment passés en cabinet que si on a des chances ou pas de gagner. Préparer un dossier, ça prend beaucoup de temps,
Oui, alors effectivement, ça prend beaucoup de temps. Et ça prend d'autant plus de temps quand il n'est pas du tout préparé, le dossier. Et je pense qu'il faut qu'on réfléchisse. Alors là, je n'ai pas la réponse comme ça. Alors, un des éléments de la réponse, c'est effectivement non pas de dire je vais aller voir un cabinet d'avocats dans droit public à Paris, mais se dire je vais, en tant que syndicat, repérer les syndicats, enfin, je parle du SAF non seulement parce que j'y suis, mais parce qu'il y a vraiment une sorte d'ancrage et une culture de la lutte de droit actif. Et donc, ça peut être intéressant que les syndicats aient ce réflexe. Je me rapproche des antennes des syndicats ou de collectifs d'avocats qui pourront être réactifs à un moment donné. C'est-à-dire commencer à préparer le terrain. Ça, c'est une chose. Et la deuxième chose, c'est, je pense qu'il faut bien avoir conscience que le droit, c'est à la fois les principes, alors là, je vais presque me contredire, c'est à la fois les principes, ce que j'évoquais au début, mais c'est le diable est dans les détails. C'est-à-dire qu'en réalité, un bon dossier juridique, c'est d'abord une foultitude de faits. C'est pour caractériser, par exemple, une maltraitance et une discrimination, une mise au placard, c'est tout bête, hein, mais ça peut être des plans locaux, où au lieu de dire « Madame a été mise dans un bureau à part », on est vraiment un plan du plateau qui montre de quoi on parle, en fait. Et ça, forcément, ça va beaucoup plus impacter le juge quand il va faire son contrôle. Et ça, il faut trouver des relais au sein de l'entreprise, du service, parce qu'on ne les aura pas au cabinet. Nous, on ne pourra pas aller visiter les lieux, on ne pourra pas donner en fait ce booster d'énergie à l'agent qui est détruit en fait. Il faut qu'il trouve ce gisement d'énergie, cette documentation, ce travail de fourmi, là, il faut qu'il arrive à le faire avant d'arriver chez nous, sachant que nous, déjà, plus on aura de documents, plus on aura un travail de mise en état, pour reprendre notre jargon, mais qui prend beaucoup de temps, mais qui prend d'autant plus de temps qu'il n'est pas fait et qui produit beaucoup moins de chances de succès. On est d'autant plus aléatoire que le dossier n'est pas vraiment documenté. Donc là, il y a un axe de progrès à faire en fait sur ça. Et dernier point, parce que par ailleurs je suis médiateur, donc je ne suis pas suspect de ne pas croire au règlement amiable. En revanche, quand il y a vraiment des logiques de démantèlement, la médiation a ses limites. Parce que la médiation, techniquement, c'est la recherche d'un dialogue entre deux parties. Si on a vraiment une dissymétrie très nette, en fait, la médiation, elle ne pourra pas produire un processus équitable. Donc, elle a vraiment ses limites. J'ai peut-être la réponse là. Par exemple, je vais demander, les médiateurs dont tu parlais tout à l'heure sont des médiateurs indépendants ou assujettis, avec un lien de subordination et une autorité, donc uniquement titulaire d'un grade, mais pas d'une fonction. Ils font partie de l'autorité, en fait. L'université, par exemple, a un médiateur qui est nommé pour réguler les relations entre les usagers, les personnels et l'administration. Mais il a un lien de subordination avec l'autorité. Il n'est pas totalement indépendant. Pas totalement. En théorie, oui. Mais en théorie, oui. C'est-à-dire que s'il fait quelque chose qui ne plaît pas à l'autorité, au cas où, il peut être... C'est pas tellement comme ça, c'est plutôt sous l'angle des statistiques qu'il est repris par une logique institutionnelle. Je ne connais pas, c'est pour ça que je pose la question. Justement, on va peut-être prendre une dernière question, à moins que... Voilà. Ah, voilà. Dépêche. Non, mais parce qu'en fait, il y a des logiques Merci. de gestion de fonds. Alors moi, je prends aussi de l'eau le sujet. Est-ce que des actions de groupe sont possibles et comment vous y prenez si jamais c'est possible? Alors, les actions de groupe sont possibles. Alors, il y a eu un rapport, notamment du défenseur des droits sur le dessus, qui constate que le modèle français de l'action de groupe n'est pas très performant.
n'est pas très performant pour tout un tas de raisons techniques, mais en matière de service public, il rencontre une difficulté un petit peu particulière qui, à mon sens, n'est pas suffisamment identifiée. C'est que le service public, c'est aussi une sorte de... Enfin, il a subi via les départementalisations, enfin les décentralisations, les déconcentrations. Alors la déconcentration, c'est un moindre mal. On a quand même l'État, voilà. Mais la décentralisation fait que souvent, on va se retrouver avec un double responsable. Je pense notamment à l'éducation nationale, qui va être l'État, et puis la collectivité qui va gérer, par exemple, les dotations en équipement, la gestion des équipements, etc. Or, l'action de groupe, dans sa construction, normalement, c'est une entité qui est adressée par un groupe. Donc déjà, là, il y a un petit souci technique. Bon, à mon avis, c'est là où je dis qu'il faut tenter, il faut essayer, parce que rien n'empêche de saisir un juge administratif avec finalement l'emballage et les outils de l'action de groupe tels qu'ils existent, et puis essayer de pousser les lignes, quitte à se prendre une irrecevabilité, un rejet, et du coup derrière aller voir les parlementaires en disant, ben, vous voyez, là il faut faire bouger les lignes. C'est pour ça qu'en fait, réellement, le droit, si on isole le procès, et l'action de groupe, c'est vraiment ça aussi, hein. Si on isole l'action dans une séquence, j'ai perdu, je rentre chez moi, ça ne marche pas. Si on dit effectivement, je vais tenter des actions de groupe, une va échouer, deux vont échouer, la troisième va passer, soit qu'entre-temps il y aura eu un ajustement des textes, soit qu'il y aura eu un ajustement de la jurisprudence. À ce moment-là, on avance. Mais il faut voilà. Alors l'action de groupe, concrètement, moyen, le bilan sur les questions publiques. Alors il y a eu des actions de groupe, notamment dans le domaine du service public des eaux. Il y a des actions de groupe, voilà, qui là, je pense que peut-être vous pourriez en parler davantage, mais il faut qu'elle trouve son chemin. Je suis parlementaire et on a justement la question avec la DADU. Oui. La disposition des droits européens sur justement les actions de groupe, notamment sur la santé et les hôpitaux. Oui. Là, il y aurait des boulevards. Donc, si vous avez des données, on peut travailler dessus sur la prochaine DADU aussi. D'accord. Merci. Est-ce qu'il y a une dernière question? Bon, sinon, je crois qu'on va quand même remercier fortement et vivement tous les intervenants de cette journée. Vous avez vu, quand même, c'était une journée assez dense. Bon, c'est vrai qu'en fait, les services publics, ça recouvre beaucoup de secteurs, beaucoup de domaines. Donc voilà, donc c'était une première édition ici dans l'Essonne. Aujourd'hui, d'ailleurs, il y avait beaucoup d'événements autour des services publics, hein, puisqu'il y avait un débocage en Normandie, comme l'a rappelé effectivement Isabelle, et qui était donc, en particulier pour sauver la Poste et puis d'autres services publics là-bas. Il y avait en particulier la présence de nos services publics, bien sûr la convergence, etc. Il y avait également à l'autre coin également de la région parisienne, il y avait Bouge-la-Trèfle, organisé également quelque chose donc, sur les services publics. Il y a eu donc dans l'Essonne aujourd'hui, donc vous voyez, c'est riche, ça va continuer effectivement également, et en particulier, donc on vous donne rendez-vous pour la semaine prochaine, le samedi, comme l'a dit effectivement Isabelle, donc à Paris, au village des services publics, puis ensuite après au point éphémère. Alors d'ailleurs, il y aura d'autres réflexions et des suites, d'ailleurs, que ce soit de la part des services publics, mais également de la convergence, qui réfléchissent justement après, donc quelle va être la suite en fait de ces événements. Il y a eu donc des dates qui ont été données donc, par Isabelle. Il y a également la perspective également des élections municipales, qui mettent aussi l'occasion en fait de la défense justement et de montrer les services publics de proximité. Et voilà, donc sont absolument importants. Et ça, là, je pense qu'il va falloir également réfléchir à quel type d'action il va falloir mener. Donc voilà, on vous donne rendez-vous en tout cas à tout ça. Et on vous remercie beaucoup de votre présence et de votre participation. Voilà. Et surtout, si vous pouviez effectivement rester par exemple, pour partager le repas avec nous, ça serait sympa. Et puis ensuite, après, donc, il y aura
de la musique c'est pendant déjà. Ah, c'est même pendant. Ah, super, alors ça c'est encore mieux d'ailleurs. Et on pourra donc écouter de la musique sur l'énergie vibrante de la cumbia avec Radio Cantina. Voilà, à tout à l'heure.